Pour comprendre la blockchain, je suis convaincue qu'il faut comprendre d'où ça vient. Alors, on a mentionné tout à l'heure Bitcoin. Bitcoin, en fait, c'est la première blockchain. Bitcoin, vous le savez peut-être. Alors, est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont des bitcoins, qui ont acheté des bitcoins? Allez, n'ayez pas peur, hein. Il y en a toujours au moins un ou deux. Hein. Ou qui ont des enfants, qui en ont acheté, même pas. Ils n'osent plus le dire depuis que le cours a baissé, sans doute, non? D'accord. Alors, Bitcoin, c'est quoi? C'est une monnaie numérique qui a la particularité de fonctionner sans banque. C'est une monnaie numérique qui fonctionne de pair à pair, qui a été créée en 2008 par un anonyme. Donc, on ne sait toujours pas qui a créé Bitcoin. Cet anonyme, on le surnomme Satoshi Nakamoto, et on ne sait toujours pas qui c'est. Et alors, en quoi c'est révolutionnaire, en fait, Bitcoin? Ça permet de s'envoyer de la valeur par Internet sans qu'il y ait une entité au milieu qui centralise la donnée et qui fasse justement ce jeu sur les bases de données, de dire, voilà, un tel a envoyé tant et un tel a reçu tant. Et donc, sur Internet, pour pouvoir s'échanger de la valeur, on utilise des tiers, des banques, des institutions, qui vont centraliser tout ça sur des grosses bases de données et qui vont dire, ah ben voilà, un tel a son compte qui baisse de 20 € et un tel a son compte qui augmente de 20 €. Bon, sauf qu'évidemment, qui dit tiers centralisateur dit potentiellement certaines failles, manque de confiance. Et donc en 2008 arrive Bitcoin, qui est une révolution technologique, ou en tout cas un assemblage révolutionnaire de différentes technologies qui vont permettre de s'envoyer des jetons numériques de pair à pair sans passer par ce fameux tiers centralisateur. Donc c'est simplement un gros registre, une grosse liste d'un ensemble de transactions. Et ces transactions, elles sont structurées en blocs. Donc vous avez des blocs de transactions qui sont rangés les uns à la suite des autres dans un ordre chronologique. Donc le bloc 0 sur Bitcoin date du 3 janvier 2009 et le dernier bloc date d'il y a quelques minutes. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une chaîne de blocs. C'est simplement parce que c'est un enchaînement de blocs dans lesquels il y a des transactions. Et donc derrière, il y a des mécanismes cryptographiques que je ne vais pas détailler ici, sinon on ne s'en sortirait pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque bloc est horodaté, donc on sait exactement quel jour, quelle heure ont eu lieu les transactions, et il est transparent. Donc on peut tous y accéder sur Internet, on peut voir quelles transactions ont eu lieu. Et le plus important, en fait, c'est que ce fameux registre, cette fameuse chaîne de blocs, elle n'est pas stockée sur un serveur central, elle n'est pas stockée chez une banque, mais elle va être stockée sur des milliers de serveurs, sur des milliers d'ordinateurs, un peu partout sur la planète, d'utilisateurs qui sont impliqués dans le fonctionnement de Bitcoin. Donc ça va être stocké sur les serveurs de toute une communauté. Et donc si l'un de ces serveurs s'arrête de fonctionner, ce n'est pas très grave, tous les autres continuent. Et tous ces serveurs se mettent à jour en permanence via des algorithmes qui récupèrent les transactions en attente et puis qui forment des nouveaux blocs. Et donc on a un bloc alors sur Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes environ. Et donc c'est vraiment un ensemble de technologies qui vont permettre de se faire confiance et d'organiser une communauté autour d'une nouvelle monnaie numérique. Et donc en fait aujourd'hui le mot blockchain qui au départ définissait simplement cette base de données, aujourd'hui le mot blockchain il veut dire à la fois la base de données mais aussi l'ensemble des algorithmes qui vont permettre de la mettre à jour en permanence. Donc voilà pour l'explication un peu théorique de ce qu'est une blockchain. J'ai donné Bitcoin parce que Bitcoin, c'est la première blockchain, c'est la plus sécurisée, c'est l'exemple pédagogique par excellence, même si Bitcoin a une réputation un peu sulfureuse. Mais il y a plein de blockchains différentes, et Emmanuel l'a dit tout à l'heure. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'il y a des blockchains publiques et des blockchains privées. Alors, pour faire une distinction toute simple, une blockchain publique, c'est comme Internet, c'est ouvert, tout le monde y a accès. Et une blockchain privée ou permissionnée, c'est un peu comme un intranet, c'est-à-dire qu'il y a des droits d'accès restreints. Blockchain publique, par exemple Bitcoin, tout le monde peut faire des transactions, tout le monde peut aller voir la liste des transactions, tout le monde peut décider de stocker la base de données sur son ordinateur, donc c'est vraiment ouvert. Une blockchain privée, ça va être une blockchain avec des droits d'accès restreints, donc il va falloir montrer patte blanche, il va falloir dire qui on est pour pouvoir faire des transactions, par exemple, ou même pour pouvoir lire la base de données. Les exemples par excellence des blockchains privées, ça va être par exemple des blockchains interbancaires ou éventuellement des blockchains sur des chaînes logistiques où justement on n'a pas forcément envie que tout le monde puisse venir inscrire des choses dans cette base de données. Alors parmi les grands noms de blockchain à connaître, il y a Bitcoin bien sûr, il y en a une autre qui s'appelle Ethereum qui existe depuis 2014-2015 et Ethereum a une ambition un peu plus large que Bitcoin, c'est pas seulement d'avoir une monnaie numérique, même si derrière Ethereum il y a aussi une monnaie qui s'appelle l'Ether,
mais c'est de pouvoir permettre plein d'applications décentralisées qui vont plus loin que de l'échange monétaire. Alors souvent, la question que j'ai à ce moment-là, c'est OK, donc si je veux aller voir la blockchain, comment je fais? Comment je peux regarder comment ça marche? Alors, la première chose à faire pour aller regarder une blockchain, c'est d'aller sur des explorateurs blockchain. Donc sur Internet, vous avez plein de sites web qui vous permettent de voir en direct toutes les transactions qui ont lieu sur les blockchains. Donc par exemple, il y en a un qui s'appelle blockchain.info, c'est le plus connu, et vous pouvez voir en direct toutes les transactions qui ont lieu sur Bitcoin. Pareil, vous en avez d'autres en Ether, donc sur Ethereum. Donc pour toutes les blockchains, vous avez globalement des explorateurs blockchain qui vous permettent d'aller voir toutes les transactions qui ont lieu. Et c'est pour ça que c'est une technologie qui, en tout cas dans son idéologie originelle, est plutôt orientée vers de la transparence, avec cet objectif de pouvoir montrer qu'il n'y a pas de fausses transactions, que si j'ai envoyé tant de jetons, je les avais bien reçus avant, etc. Ça ne veut pas dire que les noms des personnes sont marqués en clair sur la blockchain, pas du tout. On ne voit pas les noms en direct, on voit des adresses, on voit des noms de code, mais on ne voit pas les noms des personnes. Et donc, dans la logique effectivement originelle de la blockchain, si vous avez votre compte avec vos jetons dessus, alors peu importe si c'est des bitcoins, des ethers ou n'importe quel autre type de jetons, ces jetons, ça peut être de la monnaie, mais ça peut aussi être des droits de vote, ça peut être des actions d'une entreprise. On peut imaginer plein d'applications. Donc, n'importe quel jeton qui a une valeur, si je le détiens sur mon compte et que je ne veux pas dépendre d'un tiers centralisateur, ça veut dire que je suis responsable de mon compte. Donc, ça veut dire que si je perds mon mot de passe, j'ai perdu mon mot de passe. Et donc, personne ne l'a à ma place. Et donc, aujourd'hui, et ça fait partie des grands chantiers un peu de recherche aussi dans l'écosystème blockchain, comment on fait pour avoir des systèmes qui vous permettent de vous redonner votre mot de passe sans dépendre d'un tiers centralisateur qui vous le redonne facilement quand vous cliquez sur mot de passe oublié, par exemple. Et donc, vous avez une des startups françaises les plus emblématiques qui s'appelle Ledger, qui va créer des clés USB, des sortes de clés USB qui vont vous permettre de détenir vos mots de passe et de détenir vos jetons de valeur dessus. À terme, pour utiliser la blockchain, vous allez tout simplement vous rendre sur des interfaces qui seront très simples d'utilisation. Et voilà, donc là, je vous ai mis un exemple d'application qui est une plateforme d'échange qui, du coup, vous permet de faire tout ça très simplement, mais ça va être un peu la même chose pour toutes les applications de traçabilité. Je vais vous donner quelques exemples de cas d'usage blockchain qui, en fait, sont assez diversifiés, parce que vous vous doutez que sur une technologie pareille, il n'y a pas un seul cas d'usage. Le cas d'usage que je vois beaucoup et qui on va dire, le plus facile techniquement aujourd'hui à mettre en œuvre, c'est d'utiliser la blockchain comme une sorte de notaire décentralisé, une sorte de notaire numérique qui va coûter beaucoup moins cher qu'un notaire du coup, et donc qui va permettre de certifier des documents numériques, encore une fois, parce que c'est pas, effectivement, la blockchain est dans le monde numérique, donc pour certifier des documents papier, c'est plus compliqué. Donc l'idée, en fait, c'est d'inscrire dans la blockchain une sorte d'empreinte digitale de documents qui va correspondre exactement au document numérique en question, donc ça peut être un PDF, un MP3, peu importe le format du document, et qui va permettre, si dans 3 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on a un doute sur la bonne version du document, de savoir exactement quelle était cette version. Et donc on va inscrire dans la blockchain une suite de chiffres et de lettres, une sorte d'empreinte digitale du document. Et puis 1 an plus tard, si on a un doute, on retourne voir dans la blockchain ce qu'on avait mis, on prend chacun notre version du document, et là on compare. Et comme la blockchain est une technologie transparente, on a tous les deux accès à ce qu'on avait mis auparavant. Et comme Emmanuel l'a dit, on ne peut pas revenir sur ce qui a été inscrit dans la blockchain, tout simplement parce que c'est une base de données qui est sur des milliers de serveurs. Donc vous imaginez bien que si on voulait modifier quelque chose, ça serait incroyablement compliqué, puisqu'on devrait aller pirater tous ces serveurs. Et donc on a une certitude que ce qui avait été mis dans la blockchain n'a pas bougé. Donc l'exemple que je peux vous donner, c'est ce qu'on a fait avec le canton de Genève, qui aujourd'hui certifie dans la blockchain Ethereum ces extraits électroniques de société. C'est l'équivalent des cabis en France. Et donc ça permet à n'importe quelle société à Genève de vérifier si le cabis qu'elle reçoit de son co-contractant n'a pas été falsifié et est bien intègre et provient bien de l'État de Genève. Et donc il y a une interface web tout simple où vous pouvez aller, vous uploadez le document PDF qui vous est fourni par votre contractant et vous vérifiez si c'est un vrai, s'il est bien intègre. Et tout ça, ça se fait vraiment de manière quasi instantanée, en quelques secondes, et ça réduit largement les coûts par rapport à des solutions classiques du type notaire. Et donc ça permet aussi à l'État de Genève d'éviter de maintenir une grosse base de données. Donc ce cas d'usage-là, en fait, il a des applications très vastes, puisqu'on peut le dupliquer à tous les documents numériques qui vont se balader un peu dans la nature et sur lesquels il y a des enjeux
de limiter la fraude. Donc ça va être le cas sur les attestations d'assurance, par exemple. Ça va être le cas sur les diplômes. Donc je ne suis pas une grande spécialiste du monde agricole, mais il se peut que dans vos secteurs, vous ayez effectivement des documents qui soient importants, qui soient sensibles, et qui ne sont pas aujourd'hui sur des canaux sécurisés et donc qui peuvent être potentiellement falsifiés un jour. C'est important de comprendre à quoi sert la blockchain exactement dans la traçabilité, parce que la blockchain ne résout pas tout. La blockchain, en fait, elle va vraiment permettre d'avoir la même version des faits entre différents partenaires. Souvent, ce qu'on fait quand on crée une application blockchain dans de la traçabilité, c'est qu'on crée une blockchain privée, on crée un réseau entre ces partenaires. Et donc tous les partenaires vont avoir la même information au même moment, puisqu'ils vont tous avoir donc, cette fameuse base de données qui est dupliquée. Donc ils vont chacun l'avoir sur leur serveur, alors que ce soit des serveurs directement chez eux ou dans le cloud. Et donc quand il se passe quelque chose, ils vont avoir tous la même information. Si bien que si un jour il y a un litige, qu'il y a une crise, qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on n'a plus ces discordances entre les différentes bases de données, on a tous la même information au même moment. En fait, ce qu'on va tracer souvent avec une blockchain, c'est presque les responsabilités plus que les produits, puisque chaque partenaire va avoir une responsabilité dans ce qu'il met dans la base de données. Ça veut aussi dire, et on l'a dit tout à l'heure, que créer une blockchain tout seul, alors ça, éventuellement pour commencer, mais avoir une blockchain tout seul, ça n'a pas de sens. C'est possible techniquement, mais ça n'a pas de sens si vous êtes tout seul à tracer vos process sur un Excel ou sur n'importe quelle base de données. Ça sera beaucoup plus simple que de créer une blockchain. La blockchain, c'est vraiment là pour créer de la confiance dans une communauté entre des individus qui ont envie de se faire confiance, mais qui ont des intérêts divergents. La blockchain, je l'ai dit, c'est que dans le monde numérique, ce qui veut dire que quand il y a des produits physiques, ce qui est a priori le cas dans vos secteurs, se pose la question de l'interaction entre la blockchain outil numérique et le monde physique. Parce que si j'injecte dans la blockchain des données qui sont fausses, la blockchain, elle le sait pas, elle vérifie pas, elle ne lit pas les documents ou les données que je lui envoie, elle ne peut pas savoir ce qui se passe dans le monde physique. Donc évidemment, se pose la question de comment je fais en sorte que les données qui vont aller dans ces bases de données-là sont les plus fiables possibles. Il peut y avoir des erreurs humaines. Si un être humain se trompe, voilà, il se sera trompé et on aura effectivement une donnée qui sera fausse, donc qui devra être corrigée, il faudra qu'on le détecte. Souvent, et ça c'est assez intéressant, ce qui marche très bien, c'est le couplage entre la blockchain et un certain nombre d'autres technologies, je pense notamment à l'Internet des objets, qui vont permettre de fiabiliser les sources d'informations qu'on va injecter dans le système. Alors, je passe ici sur un cas d'usage qui peut aussi fonctionner avec des blockchains privées, mais où finalement on va réutiliser l'aspect révolutionnaire de la blockchain dont j'ai parlé au début, qui sont ces fameux jetons numériques. Alors on appelle ça token dans le jargon blockchain, ça veut juste dire jeton en anglais. C'est des sortes de jetons numériques qui ont une valeur et qui vont circuler sur une blockchain. Alors ça peut être de la monnaie, ça peut être des bitcoins, ça peut être des ethers, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des jetons qui vont symboliser des droits de vote ou des actions d'une société. Et donc on peut créer une sorte de marché, de second marché presque, avec ces fameux jetons, entre les consommateurs qui vont s'échanger aussi ces jetons entre eux et qui vont pouvoir les dépenser dans différentes enseignes. En fait, avec la blockchain, ce que vous pouvez faire, on l'a dit, c'est de faire des transactions, bien sûr, mais vous pouvez automatiser ces transactions. Un peu comme quand vous automatisez des virements sur votre compte bancaire. Là, c'est pareil, mais vous n'avez pas besoin de banque. Et surtout, vous pouvez programmer les conditions qui vont automatiser votre virement. Donc, vous pouvez très bien dire, eh bien voilà, si il ne pleut pas pendant plus de 2 mois sur telle parcelle, alors faire un virement de temps. Ou si l'avion est en retard de plus de 2 heures, alors faire un virement de temps. Donc tout ça se passe sur des blockchains. Évidemment, la blockchain, c'est pas ce qui se passe dans le monde physique. Donc là aussi, il faut de l'Internet des objets. Là aussi, il faut des services qui vont aller puiser la donnée sur des bases de données. Souvent, ça s'appelle des oracles. Donc, qui vont aller chercher sur les bases de données des aéroports, qui vont aller chercher sur le site de Météo France, par exemple, et qui vont permettre d'automatiser ces transactions de manière certaine. C'est-à-dire qu'une fois que c'est mis dans la blockchain, il n'y a pas un acteur qui peut venir et dire non, finalement, les conditions, elles ne me plaisent pas, je vais changer ce qui avait été mis. Non, non, une fois qu'on s'est mis d'accord, qu'il y a un contrat qui a été signé et que ça a été techniquement mis dans la blockchain, on a la certitude de ce qui va s'exécuter et dans quelles conditions. Donc on ajoute vraiment une couche de garantie technique à ce qui peut se passer dans des process plus traditionnels. Je conclurai ici par un petit panorama de ce que font les entreprises face à la blockchain aujourd'hui.
Alors mon premier point, et ce que je vois souvent avec mes clients, c'est qu'il y a une frilosité juridique vis-à-vis de ces technologies-là. Pourquoi ? Parce que c'est nouveau. Et donc on ne sait pas aujourd'hui quelle est la valeur juridique, enfin en tout cas en France, on ne sait pas, quelle est la valeur juridique de ce qui est mis dans une blockchain. Est-ce que ça a une valeur de preuve ou pas ? Aujourd'hui, on est plutôt autour d'un commencement de preuve. Quelle va être la responsabilité de celui qui code un programme et qui le met dans une blockchain ? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un bug ? Qui est responsable ? Est-ce que c'est la personne qui a codé le contrat ? Est-ce que ça va être l'entité juridique ? On est sur des technologies qui en plus sont pas localisées, donc sur des grandes blockchains publiques, c'est des technologies internationales, donc il n'y a pas de territorialité. Je ne parle même pas du statut des cryptoactifs, des crypto-monnaies qui est toujours en débat. Donc aujourd'hui, ce que je vois souvent quand j'arrive chez mes clients pour mettre en production des applications blockchain, c'est plein de questions de leur département juridique qui se demandent où ils mettent les pieds. Et donc, pour moi, dans les entreprises face à la blockchain, il y a effectivement cette dimension-là qui est à prendre en compte, et c'est d'impliquer les services juridiques dès le début dans la conception des applications, parce que souvent, quand on conçoit une application blockchain, le jour où on veut la mettre en production, finalement, on se rend compte que c'était pas RGPD compliant, finalement, il y a tel truc qui est incertain, donc on ne veut pas y aller, il aurait fallu la concevoir autrement. Donc ça, c'est vraiment la première chose à prendre en compte. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, mais alors, donc ça, je vous ai mis un petit graphique ici, mais qui n'est pas valable que pour la blockchain, qui est valable pour à peu près toutes les nouvelles technologies, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore assez peu de retours d'expérience. On commence à avoir les premiers retours d'expérience, des applications qui sont en production depuis 1 an, mais ça reste relativement rare, et surtout, on a du mal à calculer quels sont les gains par rapport au coût. Surtout que parfois, le gain, ça va être apporter une meilleure transparence aux consommateurs. Et donc ça, c'est difficilement quantifiable en termes de chiffres. Et donc, ce n'est pas facile pour les entreprises de prendre la décision d'investir sur cette technologie-là, ne sachant pas combien exactement elles vont gagner à terme. Et donc, aujourd'hui, les entreprises qui sont pionnières sur ces technos-là, ça va être plutôt des entreprises dans lesquelles il y a des gens qui ont une conviction que c'est la démarche tout à fait normale, que le monde va vers plus de décentralisation, va vers plus de transparence. Mais effectivement, aujourd'hui, on le voit, il y a un fossé entre les entreprises qui font des prototypes, des projets pilotes, et puis les entreprises qui mettent en production ces applications-là, qui nécessitent aussi une adaptation des services informatiques notamment. Vous avez de plus en plus d'initiatives au niveau mondial, de consortiums qui vont se monter dans différents secteurs et des entreprises qui vont décider de réfléchir ensemble à est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble sur une application blockchain entre nous. Mon sentiment personnel là-dessus, c'est que ça permet d'aboutir à des standards de manière plus sûre que quand vous êtes tout seul. Par contre, ça ralentit toujours les démarches, puisque quand vous discutez à 40, forcément, c'est toujours plus long que quand vous discutez tout seul ou à 2 ou 3. Mais ça s'inscrit dans une logique blockchain tout à fait normale.